Voici la partie matériel et méthode du travail pratique. Donc vous avez normalement regardé avant l'introduction du TP et le principe du TP pour pouvoir répondre aux questions d'introduction du travail pratique dans votre compte rendu. Donc pour le matériel et méthode, on va aller un petit peu plus en détail dans les paramètres utilisés pour l'expérience et dans le modèle biologique utilisé. Donc, je vais passer en diaporama. Donc ici, le modèle biologique utilisé, c'est donc une portion de l'intestin grêle qu'on va prendre au niveau de la fin du duodénum et le début du jéjunum. Donc ce sont les deux premières portions de l'intestin grêle. Et on sait qu'au niveau de cette portion de l'intestin grêle, l'absorption du glucose est maximale. Donc vous allez anesthésier l'animal, l'euthanasier, ouvrir la paroi corporelle et donc la cavité abdominale pour récupérer un morceau, voire deux, parce que vous aurez deux conditions à tester, du duodénum et du jéjunum. Donc je vous rappelle que la paroi intestinale est bordée donc de replis, comme ça qu'on appelle les villosités. Et sur les villosités, vous avez des cellules qui bordent ces villosités qu'on appelle les entérocytes, qui sont donc eux-mêmes formés de microvillosités qui correspondent à des replis de leur membrane plasmique. Et donc pour resituer le passage du glucose, le glucose est donc absorbé au niveau de la lumière du tube, traverse la membrane plasmique de l'entérocyte au niveau des microvillosités, où là il y a ma flèche, et ensuite le glucose va être amené en bas de la cellule vers l'intérieur de la villosité, donc on est là, et on arrive donc au niveau des capillaires, et comme ça le glucose pourrait être acheminé dans la circulation générale. Donc on ne regarde pas ce qui se passe après l'acheminement dans la circulation sanguine. On considère en fait qu'il n'y a qu'une seule couche à franchir, c'est donc la barrière des entérocytes. Donc cette efficacité d'échange est rendue possible grâce aux nombreux replis qu'on a déjà vus. Donc il y a les villosités, les microvillosités, le fait qu'il n'y ait qu'une couche à franchir, la couche des entérocytes, est aussi lié au fait que la paroi intestinale est richement vascularisée. Donc ensuite, on va travailler chez le rat, puisque le rat est un animal modèle de l'expérimentation animale qui a une physiologie proche de celle de l'homme. Donc c'est un mammifère également. Donc en plus, le tube digestif est un peu plus gros que la souris. Donc en disséquant un rat, on peut avoir plus de morceaux d'intestin que si on travaillait chez la souris. Donc en TP, vous allez réaliser la préhension, l'anesthésie en injectant du pentobarbital dans la cavité péritonéale. Vous allez attendre l'endormissement de l'animal et ensuite vous réaliserez, ou l'enseignant pourra réaliser à votre place, l'euthanasie par dislocation cervicale, donc qui est une euthanasie qui est autorisée par la réglementation européenne. Donc précisons que tout a été fait dans les règles, puisque les rats proviennent d'élevage agréé, donc c'est Janvier Laboratory, donc je vous avais parlé en cours. Ils sont hébergés dans l'animalerie de l'IUT, qui est une animalerie qui est agréée. Donc les enseignants et les techniciens qui vont vous encadrer sont formés aussi pour l'expérimentation animale. Et ensuite, avant le TP, on va les injecter avec de la morphine, qui est analgésique, c'est-à-dire antidouleur, pour éviter qu'ils souffrent si vous faites une piqûre au mauvais endroit. Donc on va réaliser l'expérience d'abord témoin pour mettre en évidence le passage du glucose à travers la barrière intestinale, et puis après on fera des expériences pour bloquer un des trois mécanismes pour voir lequel est impliqué dans le transport du glucose. Donc vous allez préparer des boudins d'intestin dans lesquels vous allez mettre une solution de glucose à l'intérieur, comme ce que j'ai expliqué en principe, à 1,8 g par litre. Alors cette solution, on l'appelle la solution de KRPG. C'est une solution qui contient non seulement du glucose, mais aussi des ions qui sont nécessaires au fonctionnement des cellules. Dans le bain dans lequel vous allez plonger votre intestin, vous allez aussi laisser donc une solution de KRPG. Et cette solution, vous allez la mettre à 37 degrés pour que les cellules intestinales soient à température corporelle, avec de l'oxygène pour qu'elles puissent produire de l'énergie. Et vous allez laisser attendre l'incubation 1 heure. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, normalement, si vous êtes dans des conditions où l'expérience se produit correctement, votre condition contrôle doit avoir
une sortie de glucose on doit voir une sortie de glucose à travers la barrière du boudin, la paroi intestinale, et donc on s'attend à ce qu'à la fin de l'expérience, il y ait plus de glucose donc à l'extérieur du boudin qu'à l'intérieur. Donc en tout cas que les concentrations soient plus les mêmes du fait du passage du glucose à travers la barrière. Donc on ne pourra continuer l'expérience que si ça marche chez le témoin. Mais là, petite précision, on va devoir éverser l'intestin. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Éverser, ça veut dire qu'on va le retourner comme une chaussette. Donc dans les conditions de base, sur le schéma ici, on a les villosités qui sont représentées par les vagues ici à l'intérieur de l'intestin. Et ben on va retourner comme une chaussette l'intestin, ce qui fait que maintenant les villosités, l'intérieur de la chaussette, va se retrouver à l'extérieur. Donc normalement les villosités prennent le glucose pour l'emmener vers l'extérieur du tube, et ben dans ces conditions, du coup, les villosités prennent le glucose et vont l'emmener à l'intérieur du tube. Alors pourquoi faire une telle manipulation? Si on avait laissé l'intestin dans sa configuration non retournée, donc non éversée, le glucose serait donc sorti du boudin pour aller dans le bain. Or, dans le bain, il y a un grand volume. Et donc, c'est comme si vous noyiez une goutte d'eau dans une mer, vous n'êtes pas capable de détecter les variations de cette goutte d'eau. Donc là, si vous faites sortir le glucose dans un grand volume, ça va induire une faible variation de concentration dans le milieu extérieur, et donc ça ne va pas être forcément détectable par notre système de mesure. Donc par contre, si vous retournez votre intestin, le glucose va donc rentrer, et donc le glucose va se concentrer dans un volume beaucoup plus petit, de 1 ou 2 ml. Et donc du coup, des petites variations de quantité de molécules vont avoir de grandes répercussions sur la concentration, puisque le volume de solvant est beaucoup plus petit. Donc on va être capable de détecter l'augmentation du glucose dans le boudin, parce que le volume est plus petit, alors qu'on n'était pas capable de le détecter dans une configuration non éversée, quand le glucose passait dans le bain, parce que le volume est beaucoup plus grand, vous allez mettre à peu près 40 ml de solution de KRPG. Donc, à T égale 0, on va mettre la même chose du KRPG à 1,8 g à l'extérieur du boudin, du KRPG à 1,8 g à l'intérieur du boudin. On va le laisser pendant 1 heure. Et donc s'il y a eu du transport du glucose, on s'attend à ce que la concentration en glucose à l'intérieur du boudin, du coup, soit plus faible que celle qu'on avait initialement, c'est-à-dire soit plus forte que celle qu'on avait initialement, elle soit supérieure à 1,8 g par litre. Donc voici le principe de l'expérience et qu'il faut vraiment que vous ayez compris pour pouvoir analyser les résultats. Si je n'ai pas de transport de glucose, c'est-à-dire que si la pharmacologie bloque le transport de glucose, au départ, dans notre boudin éversé, donc les versions je les représentais par des petits pointillés, on met 1,8 g par litre de glucose et dans le bain on met 1,8 g par litre de glucose. S'il n'y a pas de transport de glucose, à la fin, on se retrouve avec les mêmes concentrations à l'intérieur et à l'extérieur, soit 1,8 g par litre. Maintenant, vous avez un boudin éversé où le transport de glucose peut se produire. Donc si le glucose, du coup, comme le boudin est inversé, rentre dans le boudin, normalement, à la fin de l'expérience, on s'attend à ce que la concentration dans le boudin soit supérieure à 1,8 g par litre et que par contre, dans le bain, elle est légèrement baissée. Mais ça doit moins se détecter puisque le volume est plus grand. Donc ça, c'est vraiment la diapositive qu'il faut que vous ayez compris, puisque après, on va passer la suite du TP à comparer les concentrations du glucose dans l'intestin et dans le bain pour savoir si ou non il y a eu transport de glucose. Donc maintenant, on en vient aux différentes conditions expérimentales. Donc on va faire la condition témoin, comme on l'a décrite ici, avec des intestins inversés. Donc là, les petites structures comme ça correspond aux boudins qui sont représentés différemment. Et ça représente le bain. Donc dans le témoin, on va mettre 2 boudins d'intestin qui sont inversés, remplis de KRPG à 1,8 g par litre. La solution de KRPG va être introduite également dans le bain. Et on va laisser ça à 37 degrés avec un bulleur pour apporter de l'oxygène. Et après, on testera 4 conditions, sans oxygène, avec fluorescine, sans Na+, et avec NT1020. Donc tout le monde fera les témoins, c'est-à-dire que chaque binôme fera 2 boudins qu'il mettra dans les conditions témoins. Et ensuite,
On va se répartir les conditions expérimentales. Il y aura des groupes qui feront des boudins qui ne mettront pas en présence d'oxygène. Il y en a qui mettront donc leur boudin avec de la fluorescine, d'autres avec de la choline. Et l'enseignant fera également un boudin qui servira de témoin sûr. Donc la condition témoin, on va mettre donc dans le boudin du KRPG, dans le bain du KRPG. On va donc incuber avec de l'oxygène pour faire que les transports actifs, s'il y a besoin d'ATP, puissent se réaliser, puisque l'oxygène permet de produire de l'ATP. Et on va attendre 1 heure. Et donc, normalement, on s'attend à ce que le glucose, du coup, rentre dans les boudins, puisqu'on a éversé. Et donc, on s'attend à ce que la concentration de glucose dans le boudin soit supérieure à celle du bain. Ou, si on exprime ça en rapport, on s'attend à ce que la concentration de glucose dans le boudin sur la concentration de glucose du bain soit supérieure à 1. Maintenant, un des groupes, ou 2 groupes, sur les 7 ou 8 groupes, donc ce seront des binômes, vont réaliser une expérience où ils ne vont pas mettre d'oxygène. Et donc ça va permettre de tester s'il s'agit d'un transport actif ou d'un transport passif. Donc là, vous allez faire également 2 boudins que vous allez remplir de KRPG, mettre du KRPG dans le bain. Tout va être pareil, on va incuber à 37 degrés, sauf qu'on ne va pas mettre d'oxygène. Donc là, il ne peut pas produire d'ATP. Donc ici, on veut tester s'il s'agit d'un transport actif ou d'un transport passif. Donc si on voit que le transport de glucose peut se produire même quand on enlève l'oxygène, donc sans énergie, ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'énergie, donc c'est un transport passif. Par contre, si on voit que le transport de glucose est inhibé dans ces conditions, ça veut dire qu'il a besoin d'oxygène, donc besoin d'énergie, donc que c'est un transport actif. Donc déjà là, on va pouvoir choisir l'hypothèse d'un transport passif ou d'un transport actif selon le résultat qu'on va obtenir. Ensuite, vous avez les conditions avec un inhibiteur qu'on va mettre dans le bain, donc qu'on appelle l'inhibiteur NT1020. Donc dans ces conditions, on remet le bulleur, on met du KRPG à l'intérieur des boudins, dans les bains, et dans le bain on ajoute cet inhibiteur. Donc c'est exactement pareil que le témoin, sauf qu'on rajoute 2 ml de NT1020 dans le bain. Alors ce NT1020, c'est un inhibiteur de la pompe glucose. Donc supposons que dans l'expérience d'avant, on ait trouvé que c'était un transport actif. Si c'est un transport actif, on a 2 possibilités. Soit c'est une pompe, soit c'est un cotransporteur. Donc là, si en mettant l'inhibiteur de la pompe à glucose, on voit qu'il y a toujours un transport de glucose, ça veut dire que cette pompe à glucose n'est pas impliquée. Donc ça veut dire que le mécanisme de transport, c'est un cotransporteur. Par contre, si on voit qu'en mettant cet inhibiteur, on a le transport du glucose qui est bloqué, ça veut dire que c'était cette pompe qui est impliquée dans le transport du glucose. Donc, à l'inverse, on peut utiliser la fluorescine qui, elle, est un inhibiteur du cotransporteur. Et donc là, ça va permettre de tester l'hypothèse de si c'est un cotransporteur ou pas qui est impliqué dans le transport du glucose. Donc là, dans la même manière que pour la condition avec NT1020, on met de l'oxygène pour que les cellules puissent produire de l'énergie, du glucose à l'intérieur des boudins, du KRPG, donc du glucose à l'extérieur, dans le bain. Et dans le bain, on rajoute aussi la fluorescine qui est un inhibiteur des cotransporteurs. Donc qui représente le transport actif avec l'ion moteur. Et donc là, les hypothèses sont un peu les mêmes. Si on voit qu'en mettant cette drogue, le glucose ne passe pas, ça veut dire que le glucose utilise un cotransporteur. Par contre, s'il continue à passer, ça veut dire qu'il utilise une pompe. Donc normalement, ça doit être complémentaire de l'étude avec le NT1020. Maintenant, supposons que donc le cotransporteur soit vraiment impliqué dans le transport du glucose. On peut se demander quel est l'ion moteur qui est responsable de ce transport. Et donc on sait que beaucoup de cotransporteurs utilisent l'ion Na+. Donc pour voir si le l'ion Na+ est impliqué dans le transport du glucose, on va tout simplement retirer le Na+ du milieu. Donc on va faire une condition où on va mettre le bulleur de boudin dans un bain, mais sauf que les solutions qu'on va utiliser, qui contiennent du glucose, ne contiendront pas de Na+. Donc il n'y aura plus du tout de source de Na+, et c'est ce qu'on appelle les solutions de KRP choline glucose. Donc la choline remplace le Na+. Donc là, il faudra faire très attention pour les groupes qui font cette condition de ne pas contaminer vos préparations avec du Na+, en utilisant des pipettes qui ont servi pour préparer les témoins, par exemple, donc dans lequel on a du glucose.
Donc là, la démarche est la même. Si on voit qu'il y a un transport de glucose, même en absence de NA+, ça veut dire que le NA+ n'est pas impliqué dans le transport de glucose. Donc c'est pas l'ion moteur. Par contre, si on observe pas de transport de glucose, ça veut dire que l'ion Na+ est le responsable du transport. Voilà, donc ça c'est pour les conditions expérimentales que tout le monde va tester. Et puis après, on mettra les résultats ensemble. Donc normalement, on aura tout le monde aura fait des témoins pour être sûr que son expérience marche, c'est-à-dire que normalement la concentration de glucose augmente dans le boudin pour les témoins. Et après, il y aura un ou deux groupes qui feront sans oxygène, un ou deux groupes qui seront avec fluorescine, etc. Et on mettra les résultats en commun à la fin. Pour terminer, tout repose donc sur le dosage du glucose à l'intérieur et à l'extérieur du boudin et de la comparaison des concentrations. Donc vous allez doser les concentrations de glucose dans le bain et dans le boudin au bout d'1 heure d'incubation. Alors ce dosage, vous l'avez déjà fait en chimie. Donc c'est exactement le même, on va utiliser un dosage enzymatique colorimétrique, c'est-à-dire que plus il va y avoir de glucose dans votre solution, plus il va y avoir formation d'un chromogène rose, et donc l'absorption à 500 nanomètres de la solution sera proportionnelle, jusqu'à une certaine concentration, à la concentration de glucose que vous avez dans le milieu. Donc vous allez faire une dilution de vos échantillons pour être sûr que l'on soit dans cette zone de proportionnalité. Et on vous a donné une gamme étalon dans le polycopier de TP. Donc je vous rappelle que le principe de la gamme étalon, c'est que vous avez des solutions de concentration croissante en glucose connues. Et pour C, donc elles sont là. Donc la concentration glucose elle est de 0, 30, 60, 90, 120 et on a fait donc réagir le substrat et l'enzyme pour former le chromogène rose et on a mesuré l'absorbance de ces solutions et on voit donc on a une relation à peu près linéaire. Donc vous allez tracer cette courbe étalon avant de venir en TP, donc sur du papier millimétré et donc après vous mesurez les DO que vous obtiendrez en faisant réagir vos solutions du boudin ou du bain, et vous reporterez ces valeurs de DO sur la gamme pour en déduire donc la concentration de glucose que vous avez dans votre boudin. Puis vous ferez la même chose avec le bain et vous comparez les deux pour savoir donc si le glucose est plus concentré dans le boudin que dans le bain, donc pour savoir s'il y a eu transport ou non. Donc voici pour le travail à effectuer. Donc vous devez réaliser la partie introduction et matériel et méthode. Et ensuite vous devez préparer votre gamme étalon pour venir en TP. Et donc lors du TP, bien sûr, les enseignants seront là pour répondre aux questions éventuelles que vous avez sur ce travail pratique et sa préparation préalable. Je vous remercie.